Compte rendu de la 36e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 19 juin 2020. C'est en ce jour que s'est tenue par vidéoconférence la 36e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour relatif comportait 4 points, à savoir 1. Communication de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 1. De la communication de Son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur 4 points, à savoir l'intégration de la cellule du climat des affaires du cabinet du Président de la République dans les réunions des ministères sectoriels en charge du domaine. Pour renforcer l'action de l'exécutif, le chef de l'État a engagé le gouvernement à intégrer la cellule du climat des affaires du cabinet du Président de la République dans la mise en œuvre de la feuille de route des réformes sur le climat des affaires et de la matrice de réformes prioritaires et urgentes validée lors de la réunion du comité de pilotage du 12 mars 2020. Il en est de même pour les mesures d'application des règles relatives à la sous-traitance dans le secteur privé. Du bon fonctionnement des institutions de la République. Depuis un certain temps, il s'observe une envolée des déclarations de certains membres des institutions de la République qui risquent de mettre à mal la coalition, notamment du fait des interprétations divergentes des prérogatives des uns et des autres. Pour enrayer ce risque, le Président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, recevra dans les tout prochains jours les présidents des institutions ainsi que les responsables des caucus des députés. Sommet par vidéoconférence entre la Chine et l'Afrique. Le chef de l'État a informé les membres du Conseil des ministres du sommet Chine-Afrique qui s'est déroulé le 17 juin dernier par vidéoconférence et qui s'est penché singulièrement sur la lutte contre la Covid-19. Les chefs d'État qui ont pris part à ce sommet ont remercié la Chine pour son soutien à la lutte contre cette pandémie, notamment par la fourniture des équipements et pour sa position sur la question de la dette des pays africains. Mise en garde par rapport au discours de haine et des divisions tribales. Face à l'avalanche des messages de haine et des divisions tribales distillés dans les réseaux sociaux, le chef de l'État a mis en garde leurs auteurs contre de telles actions qui risquent de replonger le pays dans des situations de troubles d'autrefois. Les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur et de la Justice ont été chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour arrêter cette situation. Des points d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Prenant la parole, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a exposé les principaux faits saillants ci-après concernant son secteur. 1. L'état d'esprit de la population. Il se caractérise par les faits suivants. Primo, la satisfaction de la population à la suite de la décision du chef de l'État d'allouer aux prestataires de la riposte à la Covid-19 et aux forces armées les fonds initialement prévus pour les festivités du 30 juin en guise de prime pour les actes de bravoure et d'héroïsme qu'ils accomplissent. Secondo, la forte attente de la population quant à l'issue du procès fortement médiatisé sur les travaux des 100 jours, dont le prononcé du verdict est prévu pour le samedi 20 juin 2020. À ce sujet, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires en vue de faire face à tout mouvement pouvant résulter du verdict attendu. Tertio, l'état sécuritaire. Les opérations des FARDC contre les forces négatives dans la partie est du pays se poursuivent notamment dans l'Ituri contre les miliciens Lendu Kodeko, dans le Sud Kivu contre le nouveau groupe armé Wa Kenya. De même, il a été signalé la divagation des recrues FARDC à travers la ville de
Kamina dans le Haut-Lomami sous prétexte de l'autoprise en charge alimentaire. Elles ont finalement été retournées à Kamina par les autorités locales. À ce sujet, il est recommandé de prendre les dispositions utiles pour ravitailler en vivres les recrues afin d'éviter la recrudescence de ce genre d'attitude. État de criminalité et du banditisme. À Boukama, dans le Haut-Lomami, on signale l'incendie de l'antenne de l'auditorat militaire de garnison par la population à la suite des blessures par balles résultant des échauffourées entre étudiants et membres de la justice militaire. Situation aux frontières. On a noté l'incursion de l'armée angolaise sur le territoire congolais via le territoire de Lukula au motif de traque des indépendantistes cabinets du FLEC. Il est recommandé de dénoncer ce manquement auprès des organismes sous-régionaux, sans préjudice des discussions avec l'Angola à ce sujet. Situation sociale. Grogne des enseignants membres de l'APUKIN exigeant le réajustement à 5 000 $ le mois, le salaire des professeurs ordinaires avant toute reprise des cours. Grogne également des vendeurs du marché central, consécutive à la fermeture de ce dernier. Naufrage d'une embarcation en provenance du territoire d'Idjui sur le lac Kivu. Bilan 61 morts. Ministre de la Défense nationale et anciens combattants. Situation sécuritaire. Intervenant à la suite du ministre de l'Intérieur, le ministre délégué en charge des anciens combattants, qui a remplacé le ministre de la Défense nationale empêché, a confirmé le calme relatif régnant sur l'ensemble du pays et la poursuite par les FARDC de la traque des groupes armés. Il a épinglé quelques faits marquants dans les différentes zones de défense. Ainsi, dans la première zone, il a signalé la recrudescence du banditisme armé, souvent avec le concours des hommes en uniforme, à Kinshasa et dans le Congo central. Des patrouilles mixtes motorisées pédestres ont été mises en alerte. Le dispositif sécuritaire a été renforcé dans le Congo central à la suite des incursions de l'armée angolaise prétendant traquer les éléments angolais indépendantistes du FLEC. S'agissant de la deuxième zone de défense, une réunion s'est tenue le 16 juin 2020 par vidéoconférence entre les états-majors des armées zambiennes et congolaises sous l'égide du SADC en vue de trouver une solution aux incursions de l'armée zambienne à la frontière de la République démocratique du Congo. Dans la troisième zone de défense, en territoire de Beni, on a observé un durcissement par les FARDC de la traque contre les miliciens ADF-MTM. Il a également été signalé la capture de 2 terroristes ADF en provenance de l'Ouganda. Il a été recommandé une bonne prise en charge des éléments de groupes armés qui se rendent au risque de voir les redditions être affectées. Il faut également signaler la création d'un nouveau mouvement dénommé CPD, qui est une coalition de plusieurs groupes armés. Par ailleurs, il y a lieu de noter que les FARDC ont repris le contrôle des localités des Mirania, Mugete et Massata. Dans le Haut-Ouélé, des militaires de l'armée du Soudan du Sud ont fait une incursion en territoire d'Aru où ils ont volé du bétail. La mort d'un policier a été déplorée. Des dispositions sont prises pour renforcer le dispositif militaire à la frontière. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions de la 35e réunion du Conseil des ministres a été approuvé. Examen et adoption des dossiers. Premier dossier, celui présenté par le ministre de la Santé, complété par le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19. Intervenant à la place du ministre de la Santé en mission, le vice-ministre de la Santé a fait son exposé sur le point ci-après. 1. Évolution de la situation de la pandémie de la Covid-19. Situation épidémiologique.
Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020 jusqu'au 15 juin 2020, le cumul des cas de contamination est de 4 974 cas. Le nombre total de décès est de 112, soit une létalité de 2,2%. 628 personnes ont été guéries. Les provinces concernées sont celles de Kinshasa, du Congo central, du Sud Kivu, du Haut-Katanga, du Nord Kivu, de la Chopo, de l'Ituri, du Kwilu, du Kwango, du Haut-Lomami et de l'Équateur. Point saillant. On note le processus de décentralisation des tests de diagnostic du coronavirus à travers Kinshasa et certaines provinces. L'objectif est d'améliorer le système de détection au niveau des hôpitaux et des provinces afin de réduire le retard lié à l'annonce des résultats. Appréciation globale et avis du conseil scientifique sur les 19 projets de recherche contre la Covid-19. 19 projets de recherche ont été réceptionnés par le conseil scientifique chargé de donner les avis à ce sujet, et ce en vue de leur analyse d'après le ministère de la Santé publique. De l'enterrement digne et sécurisé, EDS en sigle. Le secrétariat technique a décidé de mettre fin au dispositif de l'enterrement digne et sécurisé suite aux difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. Il a été mis en place un dispositif d'aide à l'inhumation qui suivra les étapes appropriées, notamment la prise en charge de l'enterrement après les contaminations par la Croix-Rouge, à travers l'achat d'un cercueil à $250, le paiement des fossoyeurs à $15 au cimetière d'Ekinkole retenu pour les enterrements des personnes décédées de la Covid-19, le transport via des ambulances de la Croix-Rouge. Toutefois, la famille du défunt demeure libre du choix de la qualité du cercueil et du cimetière. Dans ce cas, elle en supporte les frais. Maladie à virus Ebola, MVE en sigle. Situation épidémiologique. Intervenant depuis la province de l'Équateur où il est en mission, le ministre de la Santé a donné des indications suivantes concernant Ebola. Le cumul de cas est de 17, dont 11 décès. 9 aires de santé sont touchées et reparties dans 5 zones de santé que sont Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka et Ouangata. Actions de riposte. Ces actions ont concerné la coordination, la surveillance, la gestion des alertes, la surveillance aux points d'entrée et de contrôle sanitaire, ainsi que la vaccination. Les défis. Parmi ces défis, on notera les besoins d'une bonne couverture en réseau téléphonique et Internet, le renforcement des capacités des acteurs locaux intervenant dans la chaîne de riposte, l'appui aux équipes chargées du transfert des cas suspects vers les centres appropriés. Les recommandations. Elles ont concerné l'approvisionnement en matériel de PCI et la prise en charge des moyens de mobilité des équipes. La mise en place d'une ligne verte pour l'intensification des négociations avec les leaders communautaires pour la levée des résistances et la pleine participation communautaire aux activités de la riposte, en particulier celle des autorités locales, la disponibilisation des kits de lavage des mains dans les lieux publics. Invité, le professeur Mouyembe du secrétariat technique de la riposte à la Covid a répondu aux préoccupations des membres du gouvernement sur différents aspects de la dite riposte. Ministre des Mines. Point concernant le déconfinement des travailleurs dans les sites miniers du Haut-Katanga et du Lualaba. Le ministre des Mines a proposé le déconfinement des travailleurs dans les sites miniers à la suite des mouvements de grève des travailleurs de Tenke Fungurume Mining dans la province de Lualaba et ceux de CDM dans le Haut-Katanga. Ces travailleurs, plus ou moins 7800,
ont estimé avoir droit à des primes spéciales en raison de leurs conditions d'hébergement exécrables et du manque à gagner résultant de l'absence de salaire. En fait, ils réclament la reprise du travail via la fin du confinement dans leur secteur d'activité. Une mission interministérielle est prévue prochainement dans les deux provinces pour mieux cerner toutes les dimensions de ce problème en vue d'aboutir à un déconfinement qui maintienne l'activité économique. Après débat, le gouvernement a autorisé l'envoi de la mission interministérielle. Il a été souligné à cette occasion la nécessité d'une approche prudentielle en rapport avec la Covid-19. Ministre des Finances, deux dossiers ont été exposés. A. Le dossier relatif à l'exécution du plan de trésorerie au 15 juin 2020. Prenant la parole à ce sujet, le ministre des Finances a indiqué qu'au 15 juin 2020, les recettes étaient de 2 683,7 milliards de francs congolais, soit 1 412 milliards de dollars américains, tandis que les dépenses se situaient à 3 205,3 milliards de francs congolais, soit 1 687 milliards de dollars américains, ce qui représente un déficit de près de 521,6 milliards de francs congolais, financé par les bons de trésor, les appuis budgétaires et les avances de la Banque centrale. Situation des recettes. Les recettes ont connu une sous-mobilisation. Situation des dépenses. Sur des prévisions de 3 922,033 milliards de francs congolais, les dépenses exécutées ont totalisé 3 205,5 milliards de francs congolais. B. Dépenses dans le cadre de la Covid-19. Les dépenses irrélatives ont totalisé 51,9 milliards de francs congolais, soit 27,3 millions de dollars américains. C. Observation finale. Les efforts du gouvernement sont perceptibles concernant l'arrêt du financement monétaire ainsi que l'amélioration sensible des dépenses à caractère social et humanitaire. Les faiblesses de la politique budgétaire se situent au niveau de la persistance du recours aux dépenses effectuées en urgence et du surdimensionnement des dépenses courantes. Après débat et délibérations, les deux dossiers ont été adoptés. Ministre du portefeuille. Relance des activités de la Sokimo. Exposant la situation de l'entreprise Sokimo, le ministre du portefeuille a relevé que cette société n'a pas su améliorer le potentiel de ses activités minières et industrielles, et ce, en dépit de la richesse de ses gisements, de suite du manque d'un fonds de roulement conséquent. Pour rappel, la Sokimo a opté pour une politique d'affaires de joint venture, mais elle est devenue de ce fait une entreprise dépendant totalement des retombées des contrats d'association conclus avec des sociétés à capitaux étrangers. Ces contrats se sont soldés par un manque des dividendes pour l'actionnaire unique qu'est l'État. Quant à la situation financière et celle des ressources humaines, elle se présente comme suit. Situation des dettes. 114 835 099 dollars américains de situation nette de dette au 31 décembre 2017. Les créances que détient Sokimo SA sur l'État sont de 1 281 000 dollars américains au titre des créances certifiées et de 71 320 000 de créances non certifiées. Situation des ressources humaines, elle indique un effectif pléthorique, plusieurs mois d'arriérés de salaire estimés à 80 mois, un nombre important d'employés éligibles à la retraite. Situation juridique, le conseil d'administration est incomplet, la direction générale est provisoire. On note la non-régularisation des titres de propriété du patrimoine foncier et immobilier de l'entreprise auprès des services étatiques compétents. S'agissant des recommandations, le ministre du portefeuille a estimé que la solution idéale envisageable passe par le regroupement des actifs, c'est-à-dire des gisements, de la Sokimo en 3 catégories. La première catégorie concerne les gisements de Zani Kodo, Watsa et Nizi.
Un actif fera l'objet d'une introduction en bourse via un véhicule financier qu'est la firme AGN Resources Incorporation, de droit canadien, listée en bourse des valeurs canadiennes. La deuxième catégorie portera sur les négociations en vue de trouver une solution en ce qui concerne les permis litigieux. La troisième catégorie concerne les périmètres miniers libres sur lesquels la société Barrick, qui est en partenariat avec Sokimo, peut mener des recherches pour la détermination de certification de réserve. En conclusion, le ministre du portefeuille sollicite du gouvernement l'avis pour lister un actif en bourse via le véhicule financier AGN Resources, en vue de mobiliser du cash flow susceptible d'aider Sokimo à parfaire la recherche et éventuellement commencer la production dans Kibali Sud. Après débats et délibérations, le dossier a été envoyé pour concertation auprès du président de la République et du Premier ministre avant la décision finale du Conseil des ministres. Ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il s'agit d'une note d'information sur la situation de bois d'œuvre illégal aux différents ports de Kinkole et aux îlots résultant de l'exploitation forestière artisanale illicite. L'intervention de M. le ministre de l'Environnement vise à garantir la gouvernance forestière, à assurer la maîtrise du processus de traçabilité du bois artisanal et à veiller à la maximisation des recettes dues au trésor public. Ceci procède des constats faits sur terrain et qui peuvent se résumer comme suit. La présence illégale des radeaux de grumes au port de Kinkole et aux îlots situés le long du fleuve Congo. La présence effective des bois grumes illégaux saisis pour cause de retard de paiement des amendes transactionnelles. La vente illégale de bois grumes au niveau des îlots sur le fleuve. La multiplicité des services de l'État opérant au niveau des ports, 14 services au total. L'arrestation arbitraire des inspecteurs du ministère de l'Environnement par d'autres services de l'État. Face à cette situation qui s'apparente à une véritable criminalité, le ministre de l'Environnement a sollicité du gouvernement le soutien pour l'application des mesures préconisées. Après débats et délibérations, ce dossier a été adopté. Ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture a présenté le Plan national de relance agricole, PNRA en sigle. Le Plan national de relance agricole se propose de relever les défis du secteur agricole, notamment dans la lutte contre l'insécurité et la malnutrition et dans la réduction de manière significative de la pauvreté de la population rurale. La cible du PNRA est le ménage agricole à travers tout le pays. Son objectif principal est la valorisation des intrants agricoles et l'encadrement des ménages du secteur agricole au moyen d'une subvention pour une agriculture moderne. Le PNRA entend promouvoir les cultures vivrières que sont le maïs, le riz, le manioc et le haricot, ainsi que les produits agricoles essentiellement consommés par nos populations. Le ministre a également suggéré l'obligation de mettre à la disposition des ménages agricoles des intrants agricoles, des engins motorisés et accessoires dont environ 2000 tracteurs. Le coût total du PNRA sur une période de 3 ans est évalué à 4,4 milliards de dollars américains. Le PNRA prévoit également la redynamisation des programmes agricoles nationaux. Son coût avoisinerait le 60 910 848 dollars américains et n'est pas compris dans le PNRA. Monsieur le ministre de l'Agriculture demande au gouvernement d'endosser le PNRA. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a adopté ce dossier. Ministre des Affaires foncières. Le dossier concerne la titrisation des biens fonciers et immobiliers du domaine privé de l'État sous affectation des entreprises publiques.
Le ministre des Affaires foncières a fait le constat selon lequel les fonds et immeubles relevant du domaine privé et de l'État confiés aux entreprises publiques au moment de leur constitution ou au cours de leur exploitation ont été exposés à des actes de spoliation au profit des intérêts privés, et ce avec la complicité de certains services publics. Des inventaires d'affectation des biens fonciers et immobiliers n'ont pas été formellement organisés quant à leur localisation et leur spécification. Il a été constaté l'absence de décret régissant les inventaires des biens fonciers et immobiliers affectés aux entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. Le ministre des Affaires foncières préconise des mesures qui ne concerneront que les concessions et les bâtiments faisant partie du domaine privé de l'État sous gestion des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. Au titre des recommandations, le ministre propose au Conseil des ministres d'enjoindre les ministres sectoriels de recommander aux entreprises évoluant dans leur secteur d'activité d'obtenir, en déant les 3 mois, des certificats d'enregistrement des concessions ordinaires qui établissent leurs droits de jouissance sur le fonds et leurs droits de propriété sur les biens immobiliers y érigés. De confier le pilotage des mesures ainsi adoptées au ministère des Affaires foncières et du portefeuille aux fins de réaliser les missions prescrites dans la présente note en interface avec les ministres sectoriels concernés. Cette démarche est également celle préconisée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat intervenant à ce sujet. Après débat et délibérations, ce dossier a été adopté. Commencé à 14h20, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 23h55. Je vous remercie.